Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés américains en pause, ce qui permet aux actions européennes de souffler un petit peu, on va le dire comme ça, avec un petit rebond aujourd'hui pour les indices actions en Europe. Vous aurez le détail de cette séance avec Pauline Gratel dans un instant, séance qui aura été marquée par la publication des premières estimations d'inflation pour l'Allemagne notamment, en attendant le chiffre pour la zone euro qui sera publié demain. L'inflation en Allemagne qui ressort à 2,4% sur un an en données harmonisées et qui devrait permettre à la Banque Centrale Européenne de délivrer une baisse de taux d'au moins 25 points de base le 12 décembre prochain. Nous évoquerons évidemment l'enjeu pour la Banque Centrale Européenne et puis les enjeux de marché. En l'absence des actions américaines, des marchés américains, nous pourrons revenir sur la domination sans partage des actions américaines au quasi-terme de cette année 2024. Qu'est-ce que cela peut inspirer comme réflexion? Est-ce que cette domination est justifiée par les fondamentaux économiques, par les événements politiques, bien sûr, qui ont marqué cette année 2024? Est-ce que ce schéma de domination des États-Unis sur l'Europe, sur le reste du monde, est un schéma qui peut encore persister à travers l'année 2025 qui nous attend? Dans une interview très politique donnée au Financial Times, Christine Lagarde livre ses recommandations pour mener la bataille face à Donald Trump et le risque de guerre commerciale réactivé par Donald Trump et sa reprise du pouvoir aux États-Unis. La stratégie ou la recommandation émise par Christine Lagarde est celle de la négociation plutôt que de la réplication. Il faut même acheter américain pour négocier avec Trump, l'Europe n'ayant aucun intérêt à rentrer dans une escalade tarifaire avec les États-Unis et avec Donald Trump. Est-ce que c'est la stratégie du bon sens qui est présentée par Christine Lagarde? Là aussi, nous pourrons en discuter avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur les enjeux industriels autour du marché de la gestion de fortune, comment renouveler, réinventer l'accompagnement des clients dans ce secteur et cette industrie de la gestion de fortune. Nous en parlerons avec Xavier Laborde, qui est le CEO et cofondateur de Silex, société franco-suisse. Xavier Laborde sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les marchés qui font donc 100 Wall Street aujourd'hui. Oui, c'est Thanksgiving aux États-Unis et donc les indices actions et le marché obligataire américain gardent porte close aujourd'hui. En Europe, les marchés évoluent à la hausse. Le CAC 40 se ressaisit un petit peu, mais les investisseurs n'oublient pas pour autant les tensions politiques et la situation budgétaire de la France. Où en est-on justement de la situation sur les marchés obligataires? Les tensions persistent avec un rendement à 10 ans français autour de 2,95%, toujours au coude à coude avec le taux grec. Hier, pour la première fois de l'histoire, les taux d'emprunt français à 10 ans dépassaient même les taux grecs. Côté allemand, le rendement de l'obligation à 10 ans est autour de 2,15%. Le spread franco-allemand reste élevé, autour de 80 points de base et après une pointe à 90 points de base ces derniers jours. Dans l'agenda statistique du jour, l'inflation allemande, première estimation, était la donnée à suivre. Oui, elle ressort en recul de 0,7% en novembre sur un mois en données harmonisées. C'est un repli plus important que prévu. Sur un an, l'inflation en données harmonisées toujours progresse de 2,4% contre un consensus de 2,6%. Dans l'actualité des entreprises, Rémi Cointreau publiait aujourd'hui ses résultats. Après cette publication, le titre est volatile. Après avoir cédé 4% dans les premiers échanges, il gagne finalement presque 5% après sa publication. Le groupe de spiritueux fait état d'un recul de son bénéfice de plus de 18% au premier semestre de son exercice décalé, plombé par la morosité des ventes en Chine et aux États-Unis. Le groupe s'attend également à un repli de sa marge et de son chiffre d'affaires annuel. Et puis, gros mouvement sur quelques valeurs spécifiques sur le marché français, à commencer par Casino, après que l'autorité de la concurrence a validé la cession de 200 magasins à Intermarché. Oui, Casino est en grande difficulté financière et cède donc 200 magasins à Intermarché, mais sous certaines conditions, notamment celle que Intermarché, le repreneur, cède 11 magasins à d'autres enseignes pour éviter une trop faible concurrence. Le titre Casino gagne 50%. Et puis Atos poursuit également sa remontée.
Le titre gagne encore plus de 50% au cours de la séance. Après l'annonce des négociations pour les activités stratégiques d'Atos avec l'État français et le contrat remporté avec Eurocontrol, hier, Atos annonce avoir été sélectionné comme partenaire technologique officiel des Jeux de Vancouver. Quel sera le programme de demain pour les investisseurs en cette fin de semaine ? La journée sera également calme demain puisque les marchés américains n'ouvriront que pour une demi-séance pour Thanksgiving. En Europe, les investisseurs prendront tout de même connaissance de la deuxième estimation du PIB français du troisième trimestre et de la première estimation de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro en novembre. Tendance, mon ami, c'est chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous ce soir, économiste et présidente de RF Research, membre également de Caleis 360. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Jeanne Asraf-Biton nous accompagne également, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Et Valérie Gastaldi à nos côtés également, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Les marchés actions américains sont fermés. Parlons alors des actions américaines au quasi-terme de cette année 2024. Je le disais, Valérie, on va comptabiliser sans doute une domination sans partage des actions américaines en termes de performance. Je donne quelques chiffres. Donc, l'Europe est autour de 0. Enfin, le CAC est à -5. Le S&P est à plus 25. Je crois que si on met tout en dollars, les écarts entre les États-Unis et l'Europe sont peut-être historiques, en tout cas depuis des décennies. Je voyais que la prime de valorisation des actions américaines par rapport au reste du monde est également démentiel. C'est 60% de prime de valorisation aux États-Unis par rapport au reste du monde. Le MSCI World ex-US est à plus 3% seulement, quand on est, je le rappelle, à plus 25% sur le S&P 500. Bon. Que nous dit quand même cette situation au terme de l'année 2024 ? Est-ce qu'elle est justifiée par un certain nombre de fondamentaux, par des événements, par la politique qui ont animé cette année 2024 ? Et surtout, qu'est-ce que ça inspire quand on est dans cette saison de perspective ou de réflexion prospective pour l'année à venir ? Alors, je vais laisser Véronique et Jeanne s'exprimer sur est-ce que les fondamentaux justifient le niveau du S&P 500, parce que mon avis, c'est un avis de café d'e-commerce, donc on va s'en passer. En revanche, je veux bien commencer par la fin et dire ce que j'en pense sur les perspectives. Ouais, bien sûr. Que peut-on penser après un rallye pareil ? Alors moi, j'ai un chiffre un petit peu différent, mais je regarde rarement les performances à partir de la date en date au calendaire. 1er janvier, d'accord. Par trimestre, année, etc. Ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est les décalages entre extrêmes. Et depuis fin octobre 2023, donc la dernière fois où on a eu une baisse un petit peu conséquente sur le S&P 500, parce qu'on n'en a pas eu depuis plus d'un an maintenant, 13 mois, il a pris 50%. On était à 4100, on est autour de 6000, donc je vous l'arrondis à du 50%. Alors, je me suis dit, 50%, c'est beaucoup. Est-ce que tu te fais une idée à croire que c'est beaucoup ou pas ? Est-ce que ça se produit régulièrement ou pas ? Alors, quand on peut facilement regarder ça sur un graphique, on peut afficher les taux de variation. Et oui, ça se produit assez régulièrement que le S&P 500 gagne 50%, voire même un peu plus. Mais si on s'intéresse aux cas, aux situations au cours desquelles le S&P 500 a gagné 50%, ce qui est systématique, c'est après chaque crash. Donc vous prenez 2007, vous prenez 1987, vous prenez 1930, vous prenez 1943, 1972, enfin 71, 72. Tous ces moments-là, le S&P 500, paf, il reprend 50% en un an, c'est systématique. Le nombre de fois, donc je suis remontée à 1930 pour ma documentation, ça lui est arrivé 2 fois, sinon, de prendre plus de 50%. D'accord. Du plus bas au plus haut. Pas en année calendaire, une fois encore. Donc, est-ce que c'est possible ? Oui. Mais en fait, ça a été 50%, ça n'a pas été beaucoup plus. Donc, statistiquement, on est quand même en train on se balade déjà quand même dans le haut du panier, quoi. Statistiquement, c'est pas particulièrement futé de parier sur la poursuite de ce mouvement. Maintenant, ce que je vous disais déjà il y a un mois, sur les actions américaines, c'est pas encore le moment non plus de se dire, enfin ça dépend des quantités qu'on aurait à vendre, bien entendu.
Mais pour le moment, on ne peut pas dire que ça soit terminé. Ça peut encore se poursuivre, on peut peut-être encore gagner 3%, 4%. Il y a plus de probabilité encore que ça continue de monter aujourd'hui aux Plus États-Unis. on monter, plus il est difficile à arrêter. Et je dirais même que en ce moment, étant donné qu'on a un grand écart, comme vous le soulignez, entre ce qui se passe en dehors des États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis, quand un investisseur doit placer des capitaux, il est encore moins motivé à venir placer en Europe ou en Asie qu'aux États-Unis. Donc il y a cet effet qui est purement comportemental, qui n'entre normalement pas dans les modèles fondamentaux, mais enfin, vous en parlerez. Voilà. Et après, bien entendu... on a quand même toujours tendance à investir au regard des performances passées, quoi. Alors, sur tous les prospectus, il y a marqué que la performance passée ne doit pas servir à prendre sa décision. C'est précisé à chaque fois. C'est précisé à chaque fois. Et moi, j'essaye plutôt de construire des portefeuilles à volatilité très limitée. En ce moment, je suis en train de sortir toutes les valeurs à haute volatilité, même si pourtant, c'est des secteurs parfois qui m'intéressent toujours. Mais juste par principe, parce que j'estime qu'à partir de maintenant... vu la vitesse à laquelle les marchés baissent, et peut-être que j'aurai du mal à réagir. Et voilà. Voilà. Donc la tendance est là. La tendance est là. On a des pays européens, effectivement, qui sont très sous-performants, une Asie qui est très sous-performante. Et une chose à surveiller qui reste le yen, quand même, parce que ça commence à nouveau un petit peu à se poser des questions au Japon. On a en tête l'épisode du mois d'août, quoi. Oui, bien sûr. Alors, on a en tête l'épisode du mois d'août, mais enfin... Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent motiver une reprise de la hausse des taux lentement, mais il faut qu'il la gère, cette hausse des taux. D'autant que la hausse des salaires est là. On n'a pas fini avec ce qui a fait bouger un peu les marchés au début du mois d'août. C'est ça, c'était l'épisode estival, une accumulation de sujets, mais notamment la hausse de taux du Japon et de la Banque centrale japonaise. Pourtant, qui était ridicule, bien entendu. Oui, mais... petit caillou comme ça qui est venu se mettre dans la mécanique des marchés. Jeanne, je reviens à cet écart effectivement historique qu'on observe et qu'on observera sans doute encore d'ici quelques semaines quand on fera le bilan de cette année 2024. Oui, alors si je me place sur un plan purement technique, pas fondamental, quand on regarde les indicateurs d'exubérance, même sur le marché américain, on est sur des niveaux très bas. Voilà, bon. C'est vrai ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai un indicateur, il y en a beaucoup, mais il y a un indicateur qui regarde le pourcentage de titres dont le RSI à 14 jours est supérieur à 70 sur les 500. Mais c'est très court terme, ça. C'est ce que j'ai dit. Technique, très court terme. Du technique long terme aussi, c'est pour ça que... Oui, non, pardon. Non, d'accord. Les indicateurs techniques, tactiques presque, on pourrait dire. Donc ça, c'est des indicateurs de surachat, c'est ça? De surachat, il n'y en a pas. D'accord. À aujourd'hui. OK. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre chose, je pense que fondamentalement, on regarde quand même les comportements de marché simplement parce qu'ils reflètent des fondamentaux. Et que les fondamentaux, par définition, ils ne changent pas tous les jours. Donc, il y a des inflexions. Et puis, il y a quand même des fondamentaux. Or, dans les fondamentaux de ces dernières années, quand on regarde les États-Unis d'un côté, l'eurozone ou l'Europe de l'autre, on peut faire simple, en oubliant les autres zones qui ont parfois des caractéristiques un peu différentes, on va se dire, les États-Unis sont devenus indépendants énergétiquement, dans le même temps où l'Europe conserve sa dépendance énergétique, elle a une vulnérabilité géopolitique qui est bien plus grande que celle des États-Unis. Il n'y a pas de front de défense commun. Ensuite, on peut accumuler, on va dire, exemples. les choses fondamentales. Et à cela s'ajoute le fait que, avec le premier mandat de Trump, il y a eu une grande coupure dans tout ce qui était de l'ordre de la réglementation aux États-Unis, ce qui a quand même propulsé, entre autres, l'indépendance énergétique, puisqu'en fait, c'est là qu'on a vu la production de pétrole. Voilà. Mais
c'est plus général que ça. Et donc, on a vu la baisse des taux d'imposition qui ressemble, enfin, qui s'est effondrée, effectif. Hein. Je ne parle pas du taux d'imposition fixé par le gouvernement. Ils sont à 16% sur l'ensemble, au niveau des comptes de la nation. Donc, c'est extrêmement faible. Donc, on a vu tous ces phénomènes, alors que de l'autre côté, en Europe, on a vu une Europe qui a passé crise par crise. Ça a été la crise de l'euro, ça a été tout ce qu'on veut, plus... Aujourd'hui, au plan géopolitique, c'est compliqué. En plus, les deux piliers de l'Europe, que sont l'Allemagne et la France, n'ont plus du tout l'air de parler d'une voix commune sur, en fait, la plupart des sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de voix pour l'instant. C'est un peu le vacuum, quoi. C'est un peu le vide. Ils parlent tous. Hein. Oui. Ils parlent tous beaucoup, hein, mais c'est pas toujours dans le même sens. Donc pas pour ça qu'ils portent une voix, forcément. Non, mais... j'entends. Ça veut dire que je trouve qu'il y a quand même des plus... en Europe, nous avons accru les réglementations. On peut voir les dégâts sur l'automobile, d'une façon qui est inouïe. Et on continue. Et de l'autre côté, aujourd'hui encore, l'Europe a décidé de s'attaquer à son déficit excessif, enfin au déficit excessif d'un certain nombre de pays, là où les États-Unis, et ça aurait été exactement la même chose si les démocrates étaient passés, ils savent qu'ils auront un déficit budgétaire de 6 à 7% du PIB pour les 10 prochaines années, et ils s'en fichent. Point. Donc, ce sont des fondamentaux qui ne dépendent même pas des questions de tarifs douaniers. Non, on a pris deux voies radicalement différentes. Un graphique qu'on m'a montré là hier, d'ailleurs, c'est la formation, l'investissement, la formation en capital fixe. Vous prenez un graphique sur 10-15 ans, enfin je me tourne vers l'économiste, mais c'est la mâchoire de crocodile, quoi. Donc on se demande pourquoi les États-Unis sont plus productifs aujourd'hui. Les gens pensent que c'est grâce à ChatGPT. Non, ça a commencé bien avant. Mais bien sûr, et c'est lié à toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, qui étaient des politiques extrêmement agressives de soutien à l'investissement. Avec une défiscalisation complète pour les entreprises des investissements qu'elles faisaient. Donc une incitation colossale. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant un temps, on n'a eu que de l'investissement productif, donc équipement, intelligence, etc. Et puis l'année dernière, comme il y a eu d'autres incitations fiscales, il y a eu un boom de l'investissement de structure. Et là, récemment, c'est l'investissement productif qui repart. Et je trouve que quand vous regardez ces divers éléments et quand vous regardez l'écartement entre les zones des marchés boursiers, en fait, vous trouvez aussi l'écartement de ces derniers mois en termes de momentum économique. On pourrait mettre les courbes, c'est presque une corrélation parfaite. Là où l'Europe, ces derniers temps, France bien sûr, n'a pas cessé de décevoir en termes d'activité, les États-Unis n'ont pas cessé de reprendre à la hausse. Moyennant quoi, et je ne regarde pas 2025, juste 2024. Si je regarde les anticipations du consensus de marché, il a révisé en hausse les États-Unis à 2,7%, alors qu'il a révisé en baisse l'eurozone. Et encore, ou à peu près étal, et encore, heureusement qu'on a l'Espagne. Donc le marché n'est pas totalement déconnecté de la réalité, mais pas du tout. Non, et là, je n'ai même pas fait allusion aux 7 magnifiques, etc. Pour conclure sur votre point, Jeanne, c'est-à-dire, quand on construit une allocation, qu'on réfléchit à une allocation pour 2025, c'est difficile de se dire qu'on ne va pas continuer de surpondérer les actions américaines. C'est difficile, en tout cas, de se dire que c'est le bon moment pour surpondérer les actions européennes. Non, je suis honnête, parce que même si vous les regardez en valorisation, on peut dire, comme ça a été dit tout à l'heure, à juste raison, que la décote européenne sur américaine, c'est 50%, 40-50. Néanmoins, quand vous regardez quand vous regardez le dynamisme, on va dire, vous vous dites que, et quand vous regardez l'Europe par rapport à son historique, en termes de PE, on est sur la moyenne des 10 dernières années. On n'a pas de décote historique par rapport à nous-mêmes. Oui, non. Oui, mais c'est simplement que pas très cher. La prime s'est accrue aux États-Unis quand elle n'a pas bougé chez nous, quoi. Voilà. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et alors, c'est ça qui est aussi fascinant avec l'Europe, c'est que tout le monde étant en permanence assez pessimiste sur l'avenir de l'Europe, le moindre mouvement ou bouger à la marge
peut aussi modifier la perception à un moment des investisseurs, peut-être. Oui. Je vois bien. Vous voyez où je vous amène, hein. Non, mais bon. Les chances de l'Europe pour 2025, moi, je allons-y. trouve qu'il y a une grande cohérence entre ce qui vient d'être dit. Et finalement, ça nous permet d'adresser le sujet. Et les vraies questions qu'on se pose, elles sont là. Le marché américain a quand même performé dans des proportions qui font que, bon, on a quand même du mal à se dire, allez, il faut continuer à y aller tête baissée. Donc on cherche des alternatives. Et cherche en Europe, malgré tout ce que vient de dire Jeanne, que je partage complètement, et qui est malheureux. D'ailleurs, j'aurais envie de dire vive Thanksgiving, parce que quand même, on respire un peu aujourd'hui, maintenant que les Américains sont en train de... Quand il n'y a pas d'action américaine à acheter, on achète un peu d'action européenne quand même. On referme ma parenthèse. Et du coup, la conviction, c'est laquelle ? C'est que les actions européennes ne vont pas surperformer le marché américain. D'accord ? Qu'elles récupèrent néanmoins et qu'elles arrivent au moins à faire à peu près comme le marché américain, celui-ci étant à mon avis amené à un moment donné à souffler un petit peu et à avoir des tendances un peu plus soutenables, ou je ne veux pas dire raisonnables, mais un peu plus, voilà, et qu'on envisage un peu plus soutenables en tout cas. Donc, et c'est ça qu'on va essayer de voir, parce qu'il peut y avoir des opportunités. Et l'opportunité, pour moi, elle est peut-être allemande, avec toutes les précautions qu'on peut envisager. Mais si elle est allemande, au bout d'un moment, elle va peut-être devenir un peu française, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui et l'état de désolation qui est le nôtre et qui est celui de tout un chacun ou de tout observateur qui se pencherait sur la situation de notre pauvre pays et de nos débats budgétaires. Donc, et c'est là l'histoire, à mon avis, c'est que moi, fondamentalement, j'ai pas du tout envie de recommander ou d'envisager d'acheter le marché américain là où il en est. Ça veut pas dire qu'on va le vendre, parce qu'effectivement, on n'a pas d'indicateurs qui nous disent oh là là, non, on les a pas. Mais il pourrait venir. Il pourrait venir d'où ? D'abord, de ce que va nous dire la Fed au mois de décembre. Est-ce que le FOMC va nous brandir des dot plots avec 250 points de base de baisse des taux, là ? Dans quelle mesure ils Même vont, le marché n'y croit plus, hein, donc... Ben oui, mais les annonces, le marché croyait beaucoup aux 250 points de base de baisse, et puis quand ça a été annoncé, ça fait quand même, ah bon, ils vont jusque-là. Bon. Donc, même si... donc ça, c'est la première chose. Hein. Et puis au-delà de ça, là, c'est est-ce qu'on baisse les taux au mois de décembre ? Ça commence à devenir un peu limite quand même. Pour la Fed ? De la Fed. Et y compris en début d'année. Où on va en début d'année ? Là, il y a une zone d'interrogation, en tout cas, qui peut venir un peu chiffonner les esprits. Deuxièmement, la réalité des marges de manœuvre de la future équipe, Donald Trump. C'est facile de dire on va baisser les impôts, on va augmenter je ne sais plus quoi. Bon, bref, les tarifs, il n'en reste pas moins les droits de douane. Pour baisser les impôts dans les proportions, alors c'est échelonné, effectivement, tout n'est pas promis pour les 2 prochaines années, mais enfin quand même. Pour préparer les baisses promises, il faut quand même resserrer les dépenses dans des proportions... Oui. Un petit peu indigeste. Les États-Unis, c'est quand même pas l'Argentine, hein. Et le S&P, c'est pas le Merval. Donc calmons-nous, j'ai envie de dire, parce que à un moment donné, il va falloir faire les comptes. Hein. Ouais. Et avec le futur responsable au Trésor, secrétaire du Trésor, Scott Bessent, qui est un petit peu moins fou peut-être que d'autres, ou en tout cas que ceux qui peuvent l'entourer. Lui, il est plutôt à nous dire, pour l'instant, déficit à 3%, ce qui est assez atypique aux États-Unis. Hein. Donc, ce qui est surtout inatteignable, j'imagine, sur un mandat de 4 ans. C'est sans doute inatteignable. Et peut-être pas souhaitable d'ailleurs, j'en sais rien. Ça veut dire que là, il y a un personnage qui semble un petit peu raisonnable, peut-être complètement illusoire, mais qui peut un peu gêner la mise en place des promesses budgétaires. Donc l'effet euphorique Trump sur les marchés peut à un moment rencontrer une forme de résistance. Ça peut être un peu compliqué. Enfin, de deux choses l'une. Hein. Soit on écoute Elon Musk et Vivek, je m'arrêterai à Vivek. Hein. Oui, et on se dit, demain c'est l'Argentine aux États-Unis.
J'y crois pas un instant. Non, personne. J'y crois pas un mais instant personne. parce que c'est Mais, pas l'Argentine, c'est on la n'est pas première obligé de économie prendre tout ce que dit mondiale. Trump pour argent comptant, Véronique. On a l'habitude de ça. Il faut l'écouter Oui, mais alors un ça- peu, mais voilà. pas totalement, quoi. Après, Comme c'est- tous les ou- politiciens. ou Et même- comme pas, je veux pas dire, ni plus ni moins que tous, les autres un politiciens. peu plus que la moyenne. Ouais. Et ça dépend C'est plus où on met bruyant, le curseur. mais- En fait, Ça- voilà. c'est plus Tout dépend caricatural, où on mais- met le curseur, Pareil. que ce soit en termes de promesses fiscales, de dépenses, y compris d'inflation en réalité, et de protectionnisme. On voit bien comment il fait. En fait, on retrouve Trump, on se dit, mais oui, c'est ça. On tape. Et puis après, on ouvre le dialogue. Mais regardez, c'est Il déjà l'a fait réglé. avec le Mexicain. Il s'est appelé C'était, avec Claudia Sheinbaum. Conversation merveilleuse. Elle a arrêté Exactement. l'immigration en 2 jours. Exactement. Évidemment, c'est pas du tout Donc, ce qu'elle raconte. Mais c'est pas grave. Pour Trump, ça y est. Voilà, donc C'est c'est la réglé. politique spectacle. Ce qui veut dire que quand même sur les fondamentaux, de la même manière, quand on regarde l'effet des baisses de taxes, c'est pas facile, 2018, de retrouver dans les bénéfices des entreprises, etc., après impôts bien sûr, l'effet des baisses de taxes. En fait, il y a une grosse baisse en début 2017, et puis après, il se passe plus grand-chose. Oui, c'est un one-off. Alors, Ça joue comme un heureusement, one-off. il y a eu et c'était avant l'heure, en fait, donc c'est un peu troublant. Mais bon, bref. Donc là, on a l'impression quand même que les marchés se racontent des histoires incroyables. Alors c'est bien, ça donne le moral, même à nos investisseurs européens, parce que finalement, on se dit, mais pourquoi ils ont le sourire comme ça? C'est aux États-Unis, tu as vu ce qui se passe. Donc on en oublie les fondamentaux de nos propres marchés et accessoirement un peu du reste du monde. Et on est dans une espèce D'accord. d'ambiance Trop qui, moi, d'optimisme me autour gêne de beaucoup. Trump sur les US et sans doute peut-être Alors, il y a trop des de pessimisme. liquidités, il y a, pour en l'instant, Europe. il n'y a pas de menace de taux d'intérêt, il n'y a pas vraiment d'inflation non plus vraiment menaçante, donc on a non. un petit peu de temps. Donc on comprend bien, mais c'est quand même... Voilà, moi, je trouve que c'est pas du tout confortable. J'aime pas ces environnements-là, Ouais. pour tout dire, à vrai Ouais, dire. ouais. Mais et en dehors des fondamentaux, en réalité, on a beaucoup de mal à coller des fondamentaux, si ce n'est effectivement ce qu'a dit Jeanne, mais qui rentre moins dans l'aspect stratégique, qui est vraiment, qui sont des fondamentaux, le grand écart structurel qui fait bougrement peur ça, c'est une tendance. pour l'Europe. Ouais, ouais. Et la grande question, est-ce que l'Europe peut se réveiller ? C'est pour ça qu'on se dit, tiens, l'Allemagne, les élections, l'Allemagne est peut-être en train de penser à se prendre en main. On en souffrira, nous, France, il ne faut pas imaginer, mais on pourra peut-être profiter un peu plus de l'impulsion Donald Trump américaine. Voilà. Ouais. Valérie, alors, dans votre grille d'analyse, Trump, vous le mettez où ? Quel effet il peut produire ? Est-ce que c'est un effet positif ? Est-ce que c'est un effet négatif ? Est-ce que c'est un effet neutre ? Est-ce que sans Trump, on aurait la même histoire ? Enfin, qu'est-ce qu'il amène quand même dans le jeu des marchés, dans le comportement aussi des investisseurs ? Alors, moi, quand je regarde les marchés, ce que je vois, je fais très attention de ne pas projeter ce que je pense. Je pense que ça n'a pas d'intérêt, et puis surtout, ça ne me sert à rien de savoir ce que je pense. Ce que je dois savoir, c'est ce que pensent les autres. Et donc, si sur les marchés actions, ce sont les marchés qui sont les plus émotionnels et qui n'ont aucun moyen d'avoir une valorisation sensée. On peut mettre absolument ce qu'on veut. On a bien vu ce qui se passait avec les taux sans risque, mais on continue à avoir des modèles dans lesquels il faut mettre des taux sans risque. C'est pas grave, on ne sait pas ce que c'est, mais on en met. Pardon, Jeanne. Mais, non, parce que J'aime pas, moi. D'accord. Non, parce que pourquoi tu dis pas ? Tant mieux. Mais donc, les marchés obligataires sont quand même un peu plus structurés. Ils sont un peu plus gênés aux entournures pour faire n'importe quoi. C'est plus compliqué. Donc, j'aime bien regarder les marchés obligataires. Et après, j'aime bien aussi regarder les marchés de devises qui ne sont pas simples du tout. Il n'y a pas franchement de fondamentaux. Enfin, si, il y a des fondamentaux, mais des fondamentaux de modèles. D'ailleurs, on a bien vu. Des prix. Ce qui réagit le plus fort, c'est tout de suite les devises quand même. Oui, sur des ils sont tarifs. très émotionnels aussi. Ouais. Mais moins que les les devises actions. réagissent retour. Oui, c'est lié. Mais avec quelque C'est chose, aussi en plus. émotionnel que Avec les obliges. quelque chose en plus. On retrouve des corrélations quasi parfaites avec les écarts de taux. Quasi. Quasi, oui, mais enfin bon. Alors, bon, mais moi je trouve qu'ils sont un peu plus émotionnels. Donc j'aime bien regarder ce qui se passe sur ces marchés-là. Et finalement, ils nous disent que le marché est complètement partagé.
Parce que autant on a eu des tendances très marquées sur les actions avec un grand écart entre différentes zones et même entre différentes actions. Parce que si vous prenez le début de la cote avec Apple, elle est quand même toujours au plus haut. Si vous prenez la fin de la cote avec je ne connais pas. Walmart, Walmart non, pas Walmart. Walmart, c'est au plus haut. Walgreens, d'accord. Walgreens, c'est au plus bas. D'accord. Et Walt Disney, elle s'est un petit peu repris, mais enfin, elle était au plus bas aussi. D'accord. Donc, prenez un nom avec un A, hein, si vous donc, ce grand écart, il existe sur des actions, il existe sur des pays. Mais quand on regarde sur les obligations, on a un marché qui est plat, qui est complètement étal. Depuis 2 ans, on oscille. On oscille, d'accord. Et il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que, en fait, personne n'a de visibilité. Grégoire nous envoie toujours une liste de questions avant. Et en fait, parfois, il a des questions qui sont assez de technique de marché, ou enfin, vraiment de fondamentaux de marché. Et en fait, là, les questions étaient purement politiques. Avec quel rôle va jouer tel personnage, qu'est-ce qui pourrait... Et voilà bien des choses sur lesquelles personne ne peut... Enfin, on peut tous parler. On peut spéculer. On peut tous parler. Peut spéculer. Mais au-delà de parler, on ne peut rien prévoir du tout. Déjà, prévoir... Avec des modèles et tout, on sait qu'il faut être patient parfois. On n'avait pas prévu que Trump allait attaquer le Canada, par exemple. Autant la Chine, on savait, autant se retrouver un matin avec 25% sur le Canada. C'était pas écrit dans le programme Trump, par exemple. Et avec 25% et 10% annoncés pour la Chine. Exactement. C'est bizarre quand même. Enfin bon. Oh, bah. Donc voilà, on est quand même dans cette situation où il y a à boire et à manger. En fait, dans le programme de Trump, comme il y aurait eu dans le programme démocrate, d'accord. En fait, et le marché américain sur les actions reste le plus attractif, et c'est parce qu'il est le plus attractif par rapport qu'il continue à progresser, parce qu'il n'y a pas d'alternative, et que dans l'ensemble, tant qu'il y a une possibilité d'avoir une attitude de prise de risque mondialement, on est obligé d'aller aux États-Unis. Mais si on regarde sur les autres marchés, il n'y a pas d'attitude d'appétit pour le risque particulièrement marqué, ni de défiance particulièrement élevée non plus. On reste dans cette période qu'on appelle de consolidation. D'accord. Et après, le jeu des pondérations aussi fait pas mal de choses dans l'évolution des indices, hein, bien entendu. Voilà. Donc, je ne sais plus de quelle question on était parti. Non, la question c'était Trump. Ce que ça implique, Trump, ce que ça apporte dans la dynamique de marché ou pas, quoi. On est allé se positionner sur un extrême de l'intervalle sur les devises, c'est-à-dire que le dollar a beaucoup progressé et potentiellement il pourrait poursuivre la progression l'année prochaine. Parce qu'il va la poursuivre tout de suite, on est fin novembre, là, je sais pas. Oui, il y a déjà eu des mouvements forts, là, quand même, en quelques semaines. Il y a déjà eu des mouvements forts, mais enfin, cela dit, à moyen terme, le dollar peut poursuivre à un rythme un petit peu plus calme, peut-être que ce qu'on a eu d'octobre à novembre. Donc, c'est peut-être le premier signal important qui serait donné. D'accord. La force du dollar. Maintenant, est-ce que ça serait à cause d'un mouvement sur les taux ? Ou est-ce que ça serait autre chose ? Parce que sur quelques mois, il n'y a pas de corrélation parfaite. Je ne sais pas. Bon, les dollars, ça, c'est une conviction, enfin, c'est quelque chose d'assez central pour vous pour 2025. Je ne pense pas que ça soit non plus super durable, a priori, mais il y a quand même 5-10% potentiellement à gagner. Donc ça nous mettrait quoi, l'euro-dollar à parité ? On pourrait reperdre après. Ça nous mettrait l'euro-dollar à parité potentiellement ? Oui, d'accord. Potentiellement. On l'a vu déjà. Sans problème. Même un petit peu plus bas pour l'euro. Ouais. Donc c'est octobre 2022. Véronique, je vois que vous voulez dire un mot, et puis après Jeanne, bien sûr. Je dirais Trump, il me semble que ce qui peut caractériser le plus le retour de Donald Trump aujourd'hui, c'est la déréglementation, la dérégulation. Et c'est là que, à mon avis, se posent beaucoup de questions également. Que va faire l'Europe ? Qui est quand même allée dans une direction complètement opposée. Est-ce qu'on s'enferme dans la direction dans laquelle on est ? Jusqu'où ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on détricote un petit peu ? Je pense aux banques, quand on voit la performance relative des bancaires américaines avec l'élection de Donald Trump et européennes, pour d'autres raisons d'ailleurs aussi. Mais et est-ce qu'on peut s'enferrer
En fait, c'est ça la question. Ou est-ce qu'à force de s'enferrer, ça ne veut pas dire que on va se déliter J'ai complètement. l'impression que la paralysie. Alors, Mais on il a, faut on a peut-être ça aussi Draghi pour dit réveiller on le- a essayé les sorties. Bon, ça a été catastrophique. Personne n'a voulu et n'a pu ou n'a réussi à sortir de l'euro. Grande C'était famille, Hôtel Californien. Là, on est dans une séquence de paralysie qui semble assez mortifère si elle se prolonge. Donc l'autre voie, c'est celle que Draghi prône, bien sûr. C'est l'intégration, la prise de risque, etc. Bon, Jeanne, je vous laisse, je suppose. Si, non, mais... Non, j'aurais dit peut-être quelque chose quand même. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de rationalité que d'émotion dans les marchés depuis un moment déjà. Et je trouve qu'en fait, on s'attache à une image, mais qu'il y a une réalité des faits derrière. Alors, il y a l'image que même peut projeter Trump quand il est dans l'exagération, ce qui est devenu la façon de communiquer de 80% des communicants. Ils n'arrivent pas à communiquer autrement que dans l'outrance. Ouais. Bon. Maintenant, si on dépasse un peu ça, il a une approche transactionnelle. C'est-à-dire qu'il fait des deals. Et il fait des deals au profit des Américains. Et il a commencé avec le Canada, avec le Mexique, et il va continuer. Ces deals veulent dire qu'il va entrer en négociation sur tous les sujets. Donc moins de tarifs que ce qu'il a annoncé. Mais bien comme, sûr, comme, moins de comme la tarifs, première mais bien sûr, guerre mais commerciale. bien sûr. Il avait dit 45% sur la Chine, il en a mis que 20 sur la En Chine à plus, l'époque. Il a des contraintes. S'il voulait appliquer des tarifs pour tout le monde, il aurait besoin des votes, etc. Pour le faire par D'accord. décret, il suffit qu'il le fasse au coup par pays. Certains de ses conseillers disent que de la première truc, quand il devait rencontrer quelqu'un, président d'un pays, dont en général il ne connaissait ni l'histoire ni D'accord. la géographie. Ni Il leur rien. mettait un tarif avant. Non, il Ah non. demandait qu'est-ce qu'on a comme commerce avec Oui, vous. oui. C'est tout. Oui, oui. Parce que ce qui l'importe, c'est un trade. Ouais. C'est faire du business. Bon, ça c'est le premier point. Et je pense que son accession ou son élection valide la sortie ou valide la reflation pérenne, la pérennité de la reflation américaine. Parce qu'on a eu l'épisode d'inflation Covid, mais ensuite, il y a eu des moments de doute sur le fait que l'inflation... Est-ce qu'on va revenir à la stagnation séculaire ? Oui, ou bien est-ce qu'on revient dans les périodes où taux et actions étaient, etc. Donc, est-ce qu'on revient dans un monde qui est plus, entre guillemets, normal ? Et là, il a validé par son élection l'idée d'une reflation américaine, ce qui ne veut pas dire que ça veut dire que les marchés disent aujourd'hui 2% de croissance, voire 2,5 ça va, 2 ou 2,5 d'inflation ça va, et on va y arriver. Et c'est ça la reflation. Ça veut dire qu'on revient à un monde où on n'est pas en train de lutter pour refléter l'économie. Il faut quand même se souvenir que les banques centrales ont fait ça 15 ans. Donc lui, il valide C'est un jeu dangereux quand même. Après le traumatisme du choc inflationniste, il sait qu'il allait gagner l'élection là-dessus. Il a il a utilisé cette corde jusqu'à l'extrême. Je ne suis pas sûre que je pense que c'est sa conviction. Je pense que c'est plus profond que ça. Hein. Je pense qu'il est dans une conviction de croissance. Non, mais il sait qu'attention, il sait que l'inflation, le traumatisme et la perception de l'opinion publique sur l'inflation est quand même un sujet encore très sensible aujourd'hui. Mais il ne veut pas d'inflation. D'accord, on est d'accord. J'ai bien parlé de reflation. C'est-à-dire que pas rebasculer dans le monde d'avant. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même la période Covid nous a fait basculer dans d'un monde déflationniste à un monde tout d'un coup incroyablement inflationniste. Mais il ne faudrait pas que ce soit perçu par son électeur comme étant un monde inflationniste. Non, mais ça, c'est pas du tout ce dont il est question. Là, je parle des marchés financiers. D'accord. Donc, le scénario dans lequel on ne retourne plus en déflation, il est bon pour les marchés financiers. Bien sûr. En revanche, et il est bon pourquoi ? Parce qu'on sait que quelqu'un comme Trump est très attaché à la croissance. D'ailleurs, sur les doutes que la Fed va faire quelque chose, soit en décembre, soit en janvier, je pense qu'elle fera quelque chose, alors l'un ou l'autre, 25 points de base ou une réunion ou l'autre, simplement parce qu'elle a un double mandat que n'a pas la BCE, elle doit veiller au plein emploi. Et on a quelques signes timides, mais néanmoins quelques signes que l'emploi ralentit et que le chômage remonte. C'est timide, mais en toute logique, elle peut tout à fait baisser de 25 points de base, alors que le marché se compte une fois là, une fois là. D'autant que Trump n'est pas encore installé. Mais même quand il sera même s'il était installé, en termes d'agenda, il peut mettre en œuvre rapidement
dans un cadre transactionnel des augmentations de tarifs douaniers avec tel ou tel pays, ça, il n'y a pas de problème. Il peut mettre en œuvre immédiatement le gel des réglementations. Il peut mettre en œuvre la déréglementation. En revanche, tout ce qui va être de l'ordre du budget exige un process avec les deux chambres, etc., et n'aura d'effet qu'en 2026. C'est pas du tout immédiat. Hein. D'accord. Donc tout ne va pas arriver en même temps. Ah non, pas du tout. Et c'est pas ce que le marché price. Ça non, pas du tout. Il price pas ça. Il price, et c'est intéressant, quand on regarde la façon dont les taux sont remontés, ils sont remontés parce que la prime de terme est remontée, ce qui est le signe caractéristique du fait que le marché dit c'est bon, on est repassé dans un monde normal. Alors qu'en prime de Europe, terme positive désormais. Voilà. Alors qu'en Europe, les problèmes qu'on a sur la croissance font peur. Comment on évite je sais pas, d'arriver à un taux neutre réel négatif là, en zone euro? La réunion de la BCE, c'est le 12 décembre prochain. Il y a évidemment la nouvelle élection la plus importante du monde, le 23 février, les élections fédérales en Allemagne. Mais avant ça, tout repose, comme à chaque fois, sur les épaules de la Banque Centrale Européenne. Moi, je suis toujours frappé, on parlait des écarts. Bon, Isabelle Schnabel qui nous dit qu'on est quasiment au taux neutre aujourd'hui, à 3%. Non, mais elle le dit sans rigoler. C'est la taux neutre réel et l'autre taux neutre nominal. Alors, j'entends, taux neutre nominal. Je ne crois pas qu'il fasse cette erreur quand même. Je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas qu'Isabelle Schnabel fasse cette erreur-là. Et il faut le droit de Gallo qui s'exprime aujourd'hui. Il faut garder toutes les options. Donc, si on est proche du taux neutre pour Isabelle Schnabel, évidemment, ça veut dire allez, quelques baisses de taux et ensuite on regarde ce qui se passe. Attention, le risque est toujours de s'aventurer trop vite, trop loin dans les baisses de taux. D'autres discours commencent à être radicalement différents. Donc j'imagine que la charge qui incombe à Christine Lagarde de former le consensus, qui est déjà une charge compliquée, va l'être encore plus peut-être à l'occasion de la prochaine réunion. Incontestablement, les temps vont être très compliqués. Je pense que Christine Lagarde a une vue, une sensibilité politique également qui est plus importante que Isabelle Schnabel, par exemple, et bien d'autres. La difficulté, c'est comment les uns et les autres abordent la baisse de l'euro et le risque de la devise. Et je pense que Isabelle Schnabel est très regardante. Eh bien, oui. et que ça peut être un avis partagé par bien d'autres. Ce qui veut dire elle a peur de quoi, de l'inflation. Elle a peur de quoi? De l'inflation importée? Mais oui. Ah bon, d'accord. Ça marche plus, le mécanisme des matières premières, etc. Bon, enfin, et puis même, c'est l'euro. Il faut se souvenir quand même de ce qu'étaient les Allemands et la... Oui, non, mais je sais. Voilà, je ne défends pas, c'est pas mon opinion. J'essaye de comprendre. Oui, mais on essaye. Bien sûr, le raisonnement. À la place, et de ce raisonnement. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? À mon avis, ça ferme pas la porte à une baisse des taux, une nouvelle baisse des taux en fin d'année, clairement. Mais je pense pas que la porte des 50 points de base, par exemple, de baisse des taux soit ouverte. Alors là, je pense qu'il y en a déjà certains qui doivent monter au plafond à imaginer qu'on ose suggérer un tel mouvement. Et puis, on va mettre en face l'euro, on va mettre les frémissements sur la croissance des crédits ou de la masse monétaire. Frémissements. Alors, effectivement, depuis une semaine, on ne peut plus mettre les indicateurs allemands dans la balance parce qu'ils repiquent du nez. Et on espère juste que c'est un petit froissement lié aux inquiétudes politiques domestiques, mais on n'est pas certain non plus, parce que finalement, on ne voit pas trop non plus ce qui pourrait créer une dynamique exceptionnelle. Donc, je pense que la BCE devrait pouvoir continuer. Moi, j'ai deux fois 25 points de base. C'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout parce que j'ai que 2 fois 25 points de base. J'ai conservé 2 fois. Parce que le marché, il en voit encore 150 là. Et je ne vois pas du tout la BCE s'engouffrer et poursuivre. Alors peut-être qu'il y aura un quart de point en plus, mais il me semble que le jour où la Fed arrête de baisser ses taux, la BCE arrêtera à cause de la devise. Alors le contexte peut évoluer en fonction du discours protectionniste. Et c'est là que la négociation possible, les élections allemandes, qui devraient quand même faciliter l'échange avec Donald Trump, peuvent du coup redonner un petit peu de latitude. Mais fondamentalement, c'est difficile d'envisager que la BCE aille très loin. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire, il nous reste vraiment quelques minutes à peine, mais un mot du cas français? Je sais que vous avez écrit, je crois, Valérie, sur le CAC, il n'y a pas quelques jours, là. J'ai vu passer. Oui. Bon, pour dire quoi? Qu'il n'y a pas grand-chose à attendre? Oui, que c'est pas l'endroit où il faut investir. Ouais. Et effectivement, ce qui se passe sur les marchés obligataires, donc là, pour le coup, Ouais. c'est la politique française qui est en cause. Hein. Il n'y a pas de contagion, déjà, hein. Non, on parle bien de Oui, politique non, française. mais c'est intéressant à noter. Il n'y a pas de phénomène de contagion autour du Non. Et puis, spread de toute français. façon, c'est assez atypique qu'un écart de taux s'écarte alors que les taux sont en train de baisser. Normalement, les tensions, elles arrivent quand les taux sont en train de progresser. Donc, or, le mouvement, là, il a bien eu lieu dans ce sens-là. Donc, c'est bien uniquement un problème franco-français. Ça pèse sur le CAC 40. Donc, en termes d'allocation d'actifs, il faut plutôt chercher des concurrents aux sociétés françaises qui peuvent plaire, parce que bien entendu, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. C'est normal que le CAC soit affecté par ça, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que les entreprises qui ont la chance d'être au CAC 40 sont des entreprises globales, mondialisées. Elles ne font pas toutes une partie majoritaire de leur chiffre d'affaires en France, par exemple. Moi, j'ai tout vu, je suis prête à tout voir. Mais ça m'est égal, mais c'est vrai que normalement, dans les modèles, quand même, le taux d'intérêt qu'on entre, il a une petite incidence, et le taux d'intérêt français par rapport aux autres, il s'écarte. Voilà, tout doucement, tranquillement. Je ne pense pas que ça va être la catastrophe demain. Hein. Mais on est plutôt sur une pente avec un taux qui s'écarte et une BCE qui, pour le moment, ne fait rien, ne dit rien. Et je ne suis pas sûre que... Enfin, c'est un autre sujet, mais il n'y a rien d'annoncé qui soit prévisible pour franchement... changer la situation. Enfin, ils ont même dit le contraire. Donc, Véronique, vous avez écrit aussi un peu sur la France, j'imagine? Oui, bon, là, j'ai écrit sur la France pour pleurer. Mais maintenant... moi, alors, curieusement, je n'ai pas la même vision du marché. Bien évidemment, je regarde ce qui se passe en France, j'associe le risque politique et puis les tendances du CAC et je me dis, oui, c'est clairement pas le moment d'acheter. Et en même temps, je me dis, oui, mais là, on va peut-être toucher des points qui vont provoquer quand même des réactions. Et j'ai plutôt envie de dire, préparons-nous quand même à la possibilité de racheter ce marché à partir de points, le prochain support, une prochaine zone de support, et de regarder un peu qu'est-ce qui pourrait faire du sens. Alors, c'est pas facile, hein. Surtout si on considère que le luxe, c'est encore trop tôt. Donc déjà, boum, que les pétrolières, Total, etc. Bon, avec Trump qui va creuser partout et qui veut baisser, diviser par 2 les prix du pétrole, je ne pense pas qu'il y arrive, mais enfin, pour l'instant, on est dans cette logique. Voilà, puis la demande mondiale est ce qu'elle est, bon, bref. Donc après, on racle, on va chercher certaines industrielles. Ah bah oui, il y en a quand même qui surpassent largement les frontières européennes et qui peuvent faire sens, surtout si on se dit, l'Allemagne, elle pourrait quand même grappiller un petit peu de croissance proposée par les États-Unis. Et donc, voilà, moi, je suis plutôt dans cette réflexion-là. C'est très prudent. Vous avez compris qu'on n'y va pas... non, mais comme pour les US, on commence à réfléchir à l'idée d'arrêter d'en remettre sur les US. Et on commence à réfléchir à l'idée d'arrêter de vendre peut-être les actions françaises. Par rapport au S&P, on est sur un plus bas historique depuis 90. Bon, quand même, ça interpelle. On suivra ça. Les prochaines heures, les prochains jours vont être importants pour la situation française du point de vue des marchés. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day, Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. C'est un thème industriel dont nous parlons ce soir à travers le segment de la gestion de fortune, comment renouveler, comment réinventer, comment accompagner toujours mieux les clients sur ce marché de la gestion de fortune. Nous en parlons avec Xavier Laborde, qui est le CEO et cofondateur de Silex. Xavier, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Silex, qui est une société franco-suisse que vous avez créée, cofondée en 2016. De quoi s'agit-il et quel est le diagnostic qui vous a amené à la création de Silex, notamment pour adresser ce segment de la gestion de fortune? Vaste sujet. Comme tout projet entrepreneurial, c'est parti en 2016 d'une vision et d'une ambition. La nôtre avec mon associé, ça a été d'accompagner la transformation
de la gestion de fortune. Donc c'est large comme thème. Ouais. Je vais préciser un peu. Quand je dis accompagner, c'est accompagner des clients professionnels, donc des conseillers en gestion de patrimoine, des gérants de fortune, des banques privées, des single family office. Dans une transformation, on avait identifié 3 forces principales qui nous apparaissaient comme des catalystes. La première, c'est la réglementation, la montée en puissance des régulateurs en Europe. Je pourrais revenir dessus. La deuxième, c'est la technologie. Là, pareil, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans et ce qu'on a fait, je le préciserai. Et puis la troisième, c'est les attentes des clients, justement, qui ont beaucoup changé et qui ont évolué ces dernières années. Partons de là, peut-être, Xavier. Oui. C'est quoi le client type aujourd'hui qui a accès à ce marché de la gestion de fortune? C'est pas un segment pour tout le monde, mais c'est quand même un gros segment, évidemment, surtout quand on a un pied en Suisse, également comme vous, Xavier. C'est quoi les attentes du client gestion de fortune en 2024? Et qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes? Alors d'abord, la clientèle entre la Suisse et la France est très différente. Il y a des spécificités. Si je me base sur... j'essaie de répondre de façon générale à la question. Ce qui a changé, c'est les marchés sont devenus plus compliqués. Les attentes des clients vont plus sur des solutions sur mesure. C'est une clientèle qui a accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de transparence aussi, puisque je parlais de la réglementation tout à l'heure. La réglementation, c'est avant tout la fin du secret bancaire dans certains pays, chose qu'on n'avait pas vue depuis 100 ans, qui est arrivée très rapidement. La transparence sur les frais. Et également aussi une importance d'outils technologiques pour simplifier la vie des conseillers de gestion de patrimoine et des banquiers privés et leur permettre d'apporter plus de valeur ajoutée à leur clientèle. Et ça, c'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup concentré chez Silex, puisqu'on a articulé un groupe comme la pierre de Silex lundi, avec plusieurs facettes. Historiquement, il y avait des brokers qui proposaient des solutions d'investissement, des sociétés de gestion qui proposaient des fonds, et puis des sociétés technologiques qui proposaient des outils. Nous, on a décidé d'encercler, d'accompagner le gérant de fortune sur les différentes étapes de la chaîne d'investissement et de répondre du coup à une proposition de valeur qui lui permette d'apporter un meilleur service à sa clientèle finale, les clients privés que nous ne couvrons pas. Donc voilà, quand on dit ça, ça a l'air facile, mais c'est 8 ans de travail. C'est une sophistication énorme du métier, Xavier. Oui, il y a beaucoup. C'est ça. En fait, ce qui a changé, je pense, si on parle de la tech un instant, c'est la nécessité pour les clients privés d'avoir accès rapidement à leur portefeuille, à des outils d'allocation, le suivi de leurs investissements, être capable de réagir plus rapidement aussi en fonction des mouvements de marché. Et ça, là-dessus, les outils tech, et notamment les outils digitaux qu'on a développés au sein de notre plateforme Spark, permettent aux gérants privés d'accompagner son client plus rapidement et d'anticiper, lui proposer des idées plus rapidement et donc d'améliorer la capacité et la performance de ses investissements. Et cette brique technologique, c'est encore une faiblesse une faille qu'il y a dans cette chaîne de la gestion de fortune. Là, vous visez évidemment les intermédiaires, les gérants de fortune. Cette brique technologique, elle n'est pas encore présente. Aujourd'hui, il n'y a pas un acteur dans le monde qui a réussi à émerger comme les banques ou les brokers à l'époque, et qui est un leader dans ce domaine. Donc il y a un énorme retard. D'accord. La complexité, selon nous, c'est que, et c'est ce qu'on a fait chez Silex, miser uniquement sur la tech quand il s'agit des investissements d'une clientèle privée, c'est incomplet. Je prends souvent l'exemple du médecin généraliste. On ne confie pas sa santé et son argent uniquement à une machine. Donc notre vision, nous, c'était de développer des outils qui, dans les mains d'experts, que ce soit des experts en allocation, en recherche, en investissement, qu'on a petit à petit recruté chez Silex, puissent permettre d'apporter le meilleur service au client final. Donc il y a un grand retard encore, il y a plein de choses à faire là-dessus. Quand on parle de tech, il y a toute la partie tech qui est entre le gérant, le CGP et le client privé. Donc là, il y a la logique conformité, onboarding, le suivi des portefeuilles. Et puis il y a en amont de la chaîne l'investissement. Quels sont les outils qui permettent d'améliorer l'allocation d'actifs? Est-ce que finalement on se base juste sur la vision d'un gérant ou d'un analyste? Ou est-ce qu'on combine à ça des outils quantitatifs pour affiner le risque pris par le client final? Et la réponse est oui, j'imagine. Notre réponse, votre réponse est oui. Ça nous paraît pertinent de mêler des outils tech, donc quantitatifs, donc des maths, pour mieux monitorer les risques avec de l'expertise humaine et fondamentale. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Ça nous amène, vous décrivez un marché plus complexe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi cette complexité de marché aujourd'hui qui appelle des solutions comme la vôtre, ou en tout cas des solutions qui répondent à cette complexité de marché dans l'idée d'accompagner toujours mieux le client, bien sûr. Là-dessus, le fait d'être en France et en Suisse, ça nous a beaucoup aidé, puisque en Suisse, on a découvert une clientèle très internationale qu'on connaissait déjà depuis longtemps, avec du coup un spectre d'investissement très large. Donc la complexité, c'est qu'il y a beaucoup de classes d'actifs, beaucoup de zones géographiques. S'ajoute aux actifs liquides maintenant une demande beaucoup plus forte de la clientèle finale sur les actifs privés. Donc, je pense à la dette privée, au private equity, à l'immobilier par exemple. Et là-dessus, la France nous a enrichis
avec un savoir-faire plus important et une demande plus importante que la Suisse, typiquement, sur ce type de segment. Je parle des actifs réels. Ouais. Donc une cliente... Il y a un vrai savoir-faire français que vous identifiez en étant un peu global, en tout cas. Il y a un vrai savoir-faire français qu'il faut saluer. Pas qu'en France, il y en a aussi dans d'autres pays en Europe. Oui. Mais il y a une vraie différence là-dessus. Et oui, il y a des compétences fortes en France sur ce segment-là. La Suisse est plus traditionnellement une industrie de la banque privée dédiée à une clientèle internationale, déposée dans plein de pays dans le monde, multi-devises, multi-classes d'actifs, historiquement sur la gestion alternative, mais moins sur ces actifs-là. Donc pour revenir à la question, une clientèle qui est plus exigeante. Le client aujourd'hui, il est plus exigeant, il va plus vite, et c'est vrai partout, c'est pas qu'en finance, il a besoin de prendre une décision rapidement, il a besoin d'avoir de l'information, et les outils là-dessus et la technologie permettent de simplifier en fait la chaîne, d'aller plus vite et d'améliorer du coup la performance et les temps de réaction. Ouais. Puis, c'est ce qu'on m'explique beaucoup, mais c'est que tous ces intermédiaires, que ce soit des gérants de fortune, de la gestion de patrimoine ou autres, ça leur libère du temps aussi pour apporter et faire réellement leur métier. C'est ça, Xavier. Ils sont parler de l'aspect réglementaire. L'empilement de couches réglementaires fait qu'à un moment, on a peut-être 30-40% de son temps au mieux à dédier vraiment à son métier et aux clients qui viennent nous chercher pour le métier qu'on exerce. Oui, la majeure partie des conseillers sont des commerciaux à la base. Ils sont des commerciaux dédiés à la gestion. Oui. Mais une grande part de leur activité, c'est d'aller démarcher des clients, de leur proposer un service et de s'appuyer du coup sur des partenaires. Et ce qu'ils faisaient historiquement, c'est qu'ils s'appuyaient sur beaucoup de partenaires, des banques, des brokers, je le redis, des sociétés de gestion. Et à la fin, le temps qui reste, si on ajoute à ça les contraintes du régulateur en termes de conformité typiquement ou de reporting, le conseiller, il est de moins en moins efficace. Et c'est pour ça qu'on a vu émerger des groupements, dans lesquels on retrouve des expertises combinées au-delà du conseil en gestion de patrimoine. Quelle est l'analyse que vous portez sur la dynamique justement de ce segment de la gestion de fortune dans l'univers au sens large de la gestion d'actifs? C'est un segment particulièrement intéressant, c'est un segment qui est dynamique, c'est un segment qui est toujours en croissance régulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là, Xavier? Et puis un mot des ambitions de Silex dans cet univers, dans ce contexte, avec cette cette double jambe franco-suisse, quoi. Bon, c'est un segment qui est en forte croissance. Ça, on le voit d'ailleurs en France, si on observe ce qui se passe depuis 3 ans. C'est un segment dans lequel il y a beaucoup de regroupements. Les fonds de private equity se sont investis dans le développement. Donc il y a une attente et il y a une croissance forte sous-jacente. La richesse mondiale, elle est polarisée, mais les gens qui ont de l'argent sont de plus en plus riches. Donc les assets sous gestion sont plutôt en croissance, augmentent. On le voit en Suisse, on le voit en France. Donc c'est une industrie qui est porteuse. C'est une industrie qui se réinvente totalement et dans laquelle les frontières se déplacent. Donc moi, ce qui nous intéresse, c'est d'observer ça. C'est-à-dire que finalement, on avait des banques privées historiquement, classiquement organisées qui traitaient le sujet de la clientèle. On a eu des conseillers ou des gérants de fortune indépendants selon les pays et les appellations qui ont quitté ces banques pour créer leur structure, ce qui a apporté énormément de valeur à la gestion de patrimoine parce qu'un service beaucoup plus sur mesure, en architecture ouverte, donc au bénéfice du client privé. Et là, on observe finalement une inflexion où on voit que ça ne suffit pas, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, à servir au mieux la clientèle de demain. Et donc, notre position par rapport à ça, c'est tout simplement, on a construit un groupe, on est une centaine de personnes aujourd'hui, avec 3 pôles, donc la tech, les solutions d'investissement et l'asset management, qui permet d'apporter de la valeur ajoutée à ces CGP. On peut imaginer aller un peu plus loin dans les années qui viennent, en allant encore plus près de nos partenaires. Bon, la révolution de la gestion de fortune, on va appeler ça comme ça. J'ai dit le renouveau, mais voilà, c'est une révolution permanente, mais une révolution de la gestion de fortune. Merci beaucoup Xavier d'être venu nous éclairer sur ce sujet pour nous parler de ce Silex et de ses ambitions. Vous êtes le CEO et cofondateur de Silex. Xavier Laborde qui était donc l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart for Change.